Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, aidé de Madame de Maintenon, son épouse née à Niort, la contre-réforme l'emporte et le protestantisme, après avoir été réprimé, est désormais interdit. Les Huguenots doivent fuir ou se convertir. Pour ceux qui résistent, on utilise la manière forte. Nathalie, sur son blog Parenthèse Jamoué, raconte la vie de son ancêtre Suzanne Garnier, une paysanne de la paroisse de Soudan, et comment elle et sa famille ont dû abjurer en 1681. Sans doute l'un des plus beaux de ma vie. Ce jour où moi, Suzanne Garnier, fille de Jean et de Judy Giraud, je m'unis avec Jacques Baricot, fils de Paul et de Marie Bruno, veuve Marie Bruno, ma belle-mère, qui, ce même jour, refait sa vie avec Pierre Garnier. En ce même jour extraordinaire, ma sœur Marie épouse Jean, le frère de mon promis, que tout le monde au village surnomme la trouille. Nous sommes tous adeptes de la religion prétendue réformée, celle des Huguenots ou des Parpaillots, comme disent les catholiques. Et ce mariage que notre Église ne considère pas comme un sacrement, mais plutôt comme un acte de responsabilité, je le vis en flottant dans une sorte de brouillard. Bien sûr, je reste attentive aux lectures, prières, cantiques. Je donne mon engagement devant Dieu et notre communauté. Je signe le registre et reçois de la main du pasteur la Bible offerte traditionnellement à tous les nouveaux couples. Mais mes pensées ne cessent de voguer. Je m'engage vers l'inconnu, vers une vie que je ne connais pas, vers cette vie de femme mariée, de femme de laboureur. Les trois couples vivront en communauté, accompagnés des enfants de Pierre, Jean, Madeleine, Paul, Rachel, Marie, Madeleine, les frères et sœurs de mon mari. La mise en commun des biens est chose courante et elle nous offrira de meilleures conditions de vie. Et leur présence tend à me rassurer un peu car moi, Suzanne, j'ai à cœur de ne pas décevoir Jacques, mon époux, et les siens. Du plus loin qu'ils me souviennent, tous les hommes de sa famille ont été laboureurs. Laboureurs à bras, ou à bœufs, ou même marchands laboureurs. Je ne sais rien de la façon dont ils préparent et ensemencent leurs guérets, lèvent les récoltes, soignent leurs animaux. Je sais juste que, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, que ces laboureurs ne sont jamais à l'abri d'une situation difficile et que leur vie, la mienne aussi maintenant, est suspendue au temps qu'il fait et aux récoltes qu'il en découle. Nous nous installons tous à la Grande Coussaille, petit village de Soudan dans les Deux-Sèvres, et je ne cesse de poser 1000 questions à Jacques. Ma curiosité et ma soif d'apprendre le font sourire. Il s'est resté patient et m'explique en détail tout ce que je souhaite savoir. Il m'explique que la ferme dans laquelle nous vivons et travaillons n'est pas une borderie. C'est trop petit pour nous faire vivre. Mais c'est une métairie, qui est une exploitation qui compte une charrue, ou plus. La tradition compte une charrue pour 20 hectares. Il m'explique que notre bail, comme tous les autres, se signe le jour de la Saint-Michel, le 26 septembre, le 29 même. Que la coutume poitevine accorde un droit de parcours aux voisins dans les terres labourables, mais seulement 1 mois après la récolte ou après la seconde coupe, et qu'il suffirait de tracer un sillon autour du champ pour que les voisins le respectent et s'abstiennent d'y conduire leur bétail.
Il m'explique qu'il faut savoir ramasser la boue des mares, des cloaques et même des chemins pour faire un engrais. La laisser fermenter plusieurs mois dans les champs et seulement ensuite semer l'orge d'été qu'on appelle le baillarge. Il m'explique aussi que les moissons se font à la faucille, que le moissonneur met le blé coupé sur sa cuisse droite en la roulant dans un linge et que cela s'appelle une portée. Le second moissonneur ajoute la sienne et on lie ainsi les deux portées pour en faire une gerbe, dont la grosseur dépend donc de ce que peuvent mettre deux moissonneurs entre leurs cuisses et leur estomac. J'apprends aussi que le battage des grains a lieu aussitôt après la moisson, dans la cour de la ferme, propre et bien ensoleillée, qu'on appelle l'air bien uni. Les gerbes y sont déposées bien à plat et par rangées, de façon que les épis de la deuxième rangée soient appuyés sur la paille de la première. Cette opération se nomme freindre. Après, il faut rompre les épis, c'est-à-dire les battre une deuxième fois, puis les repasser, les battre une seconde fois, après les avoir retournés avec une fourche et ensuite secouer la paille pour la séparer du grain et l'enlever. Le grain ainsi battu est amoncelé plusieurs jours de suite pour être nettoyé à la fois, dit-on. Il est alors jeté à l'aide d'une pelle contre le vent, ce qui lui permet de le trier. Celui de bonne qualité ayant été jeté le plus loin en raison de son poids, et donc celui de moindre qualité, nommé courteroux, reste en arrière. Et j'apprends aussi que les enfants qui sont d'ordinaire assignés à la garde des bestiaux les rentrent à l'étable vers 8 heures du matin, car pendant la période des moissons, ils sont chargés d'apporter le repas aux moissonneurs. Ensuite, ils travaillent avec eux toute la chaude journée et font ainsi leur apprentissage. Voyant mon scepticisme, voire ma légère panique devant toutes ces tâches, mon mari me précise qu'il sera près de moi pour me guider, car la moisson et le battage sont exécutés autant par les femmes que par les hommes. À l'écouter ainsi me parler, m'expliquer en détail tous ses travaux quotidiens, je ressens toute la passion qu'il a pour son métier et pour ses terres. Je vais finalement apprendre vite, parce qu'à présent je suis animée du même amour du travail de la terre et de cette même passion, et les journées s'écoulent entre l'exécution de toutes ces tâches et l'éducation de nos deux enfants, Pierre et Jacques, qui sont nés à 9 ans d'intervalle. Moins fécond que la plupart des familles. C'était Mais souvent un enfant tous les ans. tu as raison. Mais arrive l'année 1681. Et je vais connaître, ainsi que toute notre communauté protestante, des moments dramatiques qui vont bouleverser notre vie. Un siècle après la Saint-Barthélemy, à l'initiative de l'intendant du Poitou, René de Marillac, la première dragonnade est expérimentée. Les dragonnades sont des persécutions menées sous le règne de Louis XIV contre les communautés protestantes. Les huguenots sont pillés, ruinés, torturés, même les enfants, par des régiments de cavalerie, par des brutes qui font également subir aux femmes toutes les exactions possibles afin d'obtenir de tous une conversion à la religion catholique. Les soldats font régner dans tout le village une telle terreur que nous prenons peur. Alors, cette même année, comme plus de 38 000 protestants, et pour protéger nos familles, nous abjurons notre religion. Avec nos 2 enfants,
devant le prêtre de Soudan, ce même prêtre qui a dénoncé nombre d'entre nous. La terreur et les persécutions subies par notre communauté resteront gravées dans nos mémoires à tout jamais. Et pas un instant nous ne retrouverons la paix, la quiétude et le bonheur qui nous habitaient alors. Nous resterons meurtris et vivrons avec ce mélange de sentiments, celui d'avoir pris une terrible décision pour sauver nos enfants et notre famille, et celui d'avoir trahi ce en quoi nous avons toujours cru.